Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre avec 3 auteurs qu'on va parler de police-justice. Merci à tous d'être là un dimanche matin. Merci aussi à la régie, merci à Corrèze Télévision d'être avec nous et de permettre de retransmettre les différentes rencontres au public derrière leur téléphone ou leur tablette. Alors, bienvenue, merci à tous les 3 d'être là. Je vais commencer par vous présenter chacun, si vous voulez bien. Et puis on va parler de chacun de vos livres en essayant de faire des liens qui sont là entre vos 3, je ne vais pas dire romans, entre vos 3 ouvrages. Michael, je me permets de commencer par vous. Michael Kor, vous êtes journaliste au journal La Croix. Auteur de 2 livres, Le silence de la Vierge et Centrale, qui est là, donc tous 2 aux éditions Bayard. Vous êtes également l'auteur de plusieurs enquêtes saluées par vos pairs, notamment Police Bavure, des policiers racontent. Et c'est probablement ce qui a aussi déclenché l'écriture de ce livre, on y reviendra peut-être. Vous l'avez mis en annexe du Central, cet article. Alors justement, Central revient sur cette année passée en immersion au Central de Roubaix, auprès de policiers. Donc on y reviendra. Dominique Verdalan, bonjour. Vous avez été chroniqueur judiciaire pendant 33 ans. On connaît votre visage vu que vous avez été sur France TV et puis que vous présentez maintenant l'émission Justice en France. C'est ça? Sur France 2. Exactement. Sur France 3 l'année dernière, France 2 depuis France 2 cette année. Septembre dernier. D'accord. Vous avez été au plus proche de ces affaires et vous avez décidé de publier en 2017 Les magistrats sur le divan, où 80 magistrats se confient à vous. Alors vous publiez quelques années plus tard Les cabossés de la justice. Peut-être que c'est le livre miroir par rapport au premier tome. Je ne sais pas, enfin on redéfinira peut-être ensemble, vous nous direz comment vous l'avez travaillé. Et cette fois-ci, vous donnez la parole aux personnes d'en face, qu'elles soient victimes, condamnées ou innocentées. C'est assez bluffant, il faut le dire. Je finis par Martial Karoff. Bonjour. On vous reçoit pour lauréat prix du Quai des Orfèvres, qui vous a été décerné il y a quelques jours à peine. Alors il y a un souci de micro. Excusez-moi. Il y a un souci de micro pour Martial. C'est bon? Excusez-moi, c'est voilà. bon. Merci. Donc je l'ai reçu mercredi. Ouais, mercredi, félicitations, on est ravis de vous recevoir. Donc vous êtes maître de conférence. Alors, par rapport à un polar, vous êtes maître de conférence pétrologie et géochimie, c'est assez... Magmatique. Magmatique, c'est important. À l'université de Brest, vous êtes auteur de plusieurs romans policiers, mais pas que. Vous me disiez que vous faisiez de la SF. J'en ai fait. Vous avez fait de la SF. Vous avez écrit des études scientifiques, des ouvrages pour la jeunesse aussi. Donc vous avez été désigné cette année lauréat du Quai des Orfèvres. Pour ce livre, ne me remerciez pas, je vous questionnerai bien sur le titre, s'il ne spoile rien. Donc c'est le meurtre d'un expert paléogéologue. Géologue, disons. Ah, d'accord. Et une victime mystérieusement empoisonnée et une enquête menée par la brigade criminelle du 36. Alors, après cette longue introduction, je vais vous donner la parole, si vous le voulez bien, à chacun. Et pour commencer, une question peut-être commune à vous 3, c'est, même si dans l'introduction, on s'est dit un peu, ça va être le pourquoi. Alors, on connaît par exemple le contexte de votre enquête. Pourquoi avoir décidé d'en faire un livre? Et je vous poserai bien la question aussi à vous 2. Moi, le point de départ de cette enquête, c'est une interrogation. C'est que lors d'une précédente enquête, comme vous en parliez tout à l'heure sur les violences policières, j'avais eu l'occasion de mettre les pieds pour la première fois dans un commissariat, c'était à Mulhouse. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte qu'à la différence d'autres services publics, je pense à un collège ou je pense à un hôpital, dans un collège ou un hôpital, on sait ce que c'est que le bureau du proviseur, dans un hôpital, on sait ce que c'est que les urgences, et dans un commissariat, la première chose qu'on m'a présentée, c'est le service de car. Et en fait, personne ne sait ce que c'est que le service de car, ou très peu de personnes. En fait, ce sont les urgences judiciaires d'un commissariat, c'est un endroit absolument central. Et le point de départ, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, tout le débat qu'on a sur la police... il est sain, c'est normal en démocratie de s'intéresser de s'interroger à quelle police on veut,
mais il devrait reposer sur une meilleure compréhension de comment ça marche, un commissariat. Un commissariat, c'est une grosse usine, c'est aussi une grosse enclume. J'aime bien cette métaphore parce que ça résiste énormément à tous les discours qu'on peut avoir sur la police, ça change pas énormément au fil des années. Enfin voilà, et puis je terminerai en disant que les flics que j'y ai rencontrés tout au long de cette année, en fait, ils sont travaillés par plein de choses, plein de représentations, et notamment ils sont beaucoup travaillés par le polar. C'est-à-dire que les policiers, ils deviennent aussi beaucoup flics en s'identifiant à des personnages de polar, que ce soit télévisés. Quand on rencontre des flics des stupes, eh ben, parfois ils ressemblent étrangement à des flics des stupes de polar, voilà. Ça fait la transition du coup avec vous, Martial. Alors peut-être commencer par nous dire d'où vous est venue l'idée de ce... Donc je résume rapidement l'histoire. Donc il y a un universitaire qui se retrouve très vite empoisonné par les... Une algue microscopique. Voilà. Et donc va s'ouvrir une enquête. Et dans cette enquête-là, vous donnez à voir les dessous de l'université aussi. Tout à fait. En fait, alors j'ai fait remonter mon enquête d'une dizaine d'années pour pouvoir réinstaller la crime au Quai des Orfèvres. Hein. C'est nostalgie, hein, c'est quand même mieux. Enfin, je crois. Ça a déménagé. Hein. Ça a déménagé rue du Bastion, là, actuellement. C'est toujours le 36. Et oui, mon idée, c'est, comme dans la plupart des romans policiers de type procéduraux, c'est qu'on utilise en quelque sorte le biais de l'enquête pour découvrir un milieu que le lecteur ne connaît pas ou connaît mal. Et là, en l'occurrence, c'est le milieu scientifique, le milieu universitaire, que tout le monde connaît via ses propres études, les études de ses enfants ou ses petits-enfants, mais les coulisses d'un laboratoire universitaire, c'est pas tellement connu. Alors donc moi, c'est pas tellement un bouquin sur la police, hein, c'est plutôt l'utilisation d'une enquête policière pour découvrir un milieu qui est un milieu universitaire. D'accord. La question c'était d'où ça vient. C'est évidemment de la connaissance de ce milieu universitaire que j'avais envie de décrire. Alors, évidemment, comme c'est un roman policier, c'est pas obligatoirement les bons côtés, les côtés les plus reluisants qu'on fait ressortir. Bon, là, il y a une grande partie d'imagination, hein, évidemment. Mais c'est aussi pour montrer comment ça marche à l'intérieur, dans un labo, le monde de la recherche, etc. Alors, coulisses de l'université, coulisses de la police, coulisses de l'humain peut-être aussi, en donnant la parole. Vous nous expliquerez aussi pourquoi vous avez sélectionné peut-être ces affaires-là. C'est des affaires dont on a entendu parler tous. Alors, est-ce que c'est un livre miroir déjà par rapport au premier tome et pourquoi ces affaires-là? Pourquoi sous forme de livre? Pour 3 raisons. D'abord parce que j'allais dire c'est le fruit d'une frustration. Vous l'avez rappelé, j'ai été chroniqueur judiciaire pendant 33 ans sur France Télévisions et le temps qui nous était imparti, comme on dit, était assez réduit. 2 minutes, 1 minute 30, quelquefois même un peu moins, 50 secondes, pour résumer une audience de toute une journée. C'était un exercice à la fois passionnant à faire, mais encore une fois frustrant. Et évidemment, le livre permet d'aller plus loin. Et là, on arrive évidemment à la deuxième raison. J'ai toujours essayé d'accompagner le téléspectateur, de décrypter à la fois évidemment le fait divers, le fait de justice, mais aussi de décrypter le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la justice. Et donc c'est un peu le dénominateur commun de ces 3 livres. Et la troisième et la dernière raison, c'est une volonté aussi, et l'écrit peut-être le permet plus que la télévision, de faire bouger les lignes. C'est-à-dire effectivement de souligner les faiblesses, les dysfonctionnements de la justice en disant peut-être que ça va faire bouger un petit peu les consciences à l'intérieur de la magistrature pour que cette justice, dont tout le monde est d'accord pour dire qu'elle n'est pas toujours satisfaisante, bouge un peu et bouge un peu dans le bon sens. Vous faites référence à une scène au début de votre livre en fait, quand vous faites dire... Alors, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est une scène extraite d'un film où il est question de... la justice est humaine, mais il y a un seul point où la justice n'a pas le droit de faillir, justement, c'est parce qu'elle est humaine. Et en fait, il y a une confrontation de points de vue que je trouve vraiment intéressante dans de scène en tout cas, la scène de la garde à vue. Alors, j'apprends le terme geôle, que je ne connaissais pas, parce que pour moi, le geôle, c'était la prison, mais en fait, la geôle, c'est la garde à vue
clairement, c'est les cellules de garde à vue. Et il y a la confrontation d'une scène où vous expliquez la garde à vue, en tout cas vous faites témoigner la garde à vue d'un point de vue policier, et vous, il me semble que c'est Nicolas Bonnemaison qui parle de l'atrocité, de l'expérience qui était sa garde à vue. Et voilà. Oui, Nicolas Bonnemaison, vous vous en souvenez peut-être, c'est cet urgentiste qui travaillait dans un hôpital à Bayonne. Il est en train de s'occuper d'une cliente quand on lui dit le directeur cherche absolument à te voir. Et donc c'est ce qu'il me raconte quand je le rencontre, puisque tout ça évidemment sont des témoignages de gens que j'ai voulu revoir. Donc il finit par arriver dans le bureau du directeur, il s'aperçoit que les deux secrétaires font une tête pas très sympathique, pas très souriante. Il rentre dans le bureau du directeur qui lui dit « Ces deux messieurs sont pour vous ». Et ce sont deux policiers qui lui disent « Écoutez, monsieur Bonnemaison, il est 11h15, à partir de ce moment-là, vous êtes placé en garde à vue ». Donc il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ?» Et on lui répond « Pour assassinat ». Et effectivement, pendant la garde à vue, il va s'apercevoir qu'on le suspecte de 7 empoisonnements, on passera même à 9 après, et pour lui, ça sera, Michael Kor le décrit très bien dans son livre aussi, ça sera une descente aux enfers, parce qu'on lui enlève ses lunettes, parce qu'il ne mange pas, parce qu'on ne lui explique pas véritablement pourquoi il est là. Évidemment, il n'a pas pu prévenir son épouse non plus. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est ce moment, comme on dit, de bascule, qui fait que vous passez dans un autre monde. Et si vous n'avez pas, heureusement, aujourd'hui, les avocats sont présents dès la première heure. Imaginez ce temps pas très ancien où l'avocat n'intervenait pas du tout, ou un moment à la 36e heure. Aujourd'hui, heureusement, il intervient à la première heure. Et Nicolas Bonnemaison me dit heureusement que l'avocat était là, parce que sinon, en garde à vue, j'aurais pu raconter n'importe quoi. Moi, la geôle, c'est un endroit qui m'a fasciné. Donc, la geôle, pour que vous compreniez bien, c'est un lieu déjà où on rencontre le policier qui reste mon policier préféré. Donc, on est dans des policiers qui sont jamais racontés dans les polars, pour le coup. C'est-à-dire que dans le polar, on va plutôt prendre la grande police, le flic de stup, le flic de la crime, etc. Le geôlier, c'est le policier qui est dans cette petite cage en plexiglas, entouré avec une vue panoptique sur 25 cellules. Et son travail, c'est de les garder. Et moi, j'y passais avec lui des vacations. Une vacation, ça dure 12 heures, et c'est comme ça pendant 3 jours. Et pendant 12 heures, on est au milieu, et on a des gens pour lesquels la vie s'effondre. Des gens qui sont mis en examen qui sont placés en garde à vue pour assassinat. Des gens qui ont été récupérés dans la rue parce qu'ils ont essayé de casser un abribus avec leur tête parce qu'ils avaient trop bu. Des gens qui ont demandé de la prégabaline à un médecin qui leur a refusé, donc qui sont extrêmement stressés. Et en fait, c'est un lieu dans lequel il y a du romanesque, il y a des histoires de vie absolument incroyables. Je raconte dans le livre une valse entre le geôlier et la femme de ménage qui passe à 5h du matin. Et ça pue, c'est horrible, humainement c'est dur, c'est un peu trash, mais tous les deux, ils rigolent et puis ils valsent, ils dansent, parce que parfois la police c'est comme ça, le réel est un peu absurde, un peu poétique, heureusement. Et puis c'est des milieux aussi dans lesquels, et je terminerai par là, on peut réfléchir de manière un peu différente sur c'est quoi la bonne police, c'est quoi l'efficacité policière, parce qu'un mauvais geôlier, c'est quelqu'un qui va, quand un détenu pète un plomb, qui va faire exploser des situations déjà explosives, tandis qu'un bon geôlier, c'est quelqu'un qui va avoir cette capacité, il y a des gens qui l'ont, hein, c'est pas forcément des choses qui s'apprennent en école de police, à faire se calmer une situation, à ce qu'une personne extrêmement stressée d'un coup se sente un peu plus sécurisée, et à ce qu'une garde à vue se passe pas forcément bien, mais en tout cas moins mal. Alors sur le sujet de la garde à vue, j'en ai une aussi dans mon livre, et puis ça rejoint tout ce qui vient d'être dit, même si c'est dans l'imaginaire, puisque mon personnage qui va être mis en garde à vue, il y a une fragilité psychologique qui se révèle, et au bout de quelques heures, il craque complètement. Et il se retrouve à la sortie en hôpital psychiatrique et ne sortira sans doute pas avant plusieurs semaines, pour ne pas dire plus. On ne peut qu'imaginer la violence que ça doit être comme expérience, mais peut-être qu'on l'imaginait plus d'un point de vue, je sais pas, on dit accusé pour ceux qui sont en garde à vue. Est-ce que c'est des présumés coupables, c'est des accusés? On ne sait pas encore. Enfin, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est aussi une des premières fois qu'on l'entend du point de vue policier. Que ça peut être aussi vous citez un policier qui a craqué. Oui, à Roubaix, il y avait un commissaire les personnes qui avaient des problèmes psychiatriques, il les appelait les fatigués. Et en fait,
Ce qui est toujours intéressant avec la police et puis plus tard avec la justice, c'est que toutes les problématiques sociales, dès qu'il y a une sorte de désertion des pouvoirs publics sur une problématique sociale, on les retrouve ensuite dans les geôles du commissariat. Le fait qu'il y ait aujourd'hui peut-être un désinvestissement, un désengagement sur la dictologie, sur la prise en charge des personnes avec des problèmes psychiatriques, très concrètement, ça fait qu'à Roubaix, dans les geôles, il y avait une sorte de grande étagère en fer avec au-dessus des casques de moto. Et j'ai mis 4 mois à comprendre à quoi servaient ces casques de moto. Puis un jour, j'ai un flic qui me dit, en fait, quand il y a un détenu qui pète un plomb, parce qu'il y a des détenus qui se blessent, parce qu'ils ont des problèmes psy, on le menotte dans le dos et on lui met un casque sur la tête. Et le flic, quand il me le dit, il me dit, je sais que c'est illégal. Hein. Ça, pour le coup, c'est attentatoire aux droits de l'homme, il n'y a pas de débat. Mais il me dit, mais raconte-le, parce que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en fait? On en a 25 à gérer, on ne peut pas faire autrement. Ce que vous dites, allez-y. Oui, je reviens sur la formule que vous avez employée tout à l'heure, parce que la sémantique est très importante dans le domaine policier, dans le domaine judiciaire, mais aussi, j'allais dire, dans le domaine scientifique. Vous avez dit présumé coupable. Alors que non, en fait, c'est pas. Et non, détenu. on est présumé innocent. Oui. On emploie même aujourd'hui le terme. Donc vous voyez un peu les dérives, alors qui sont des dérives médiatiques. Hein, il faut aussi envoyer le ballon dans son camp. On parle aussi de présumé victime. Bon, oui, parce que c'est vrai qu'une victime, elle ne peut être victime que quand on lui a reconnu officiellement son statut de victime. Mais ce que je veux dire par là, parce que c'est le dominateur commun également de tous les témoignages que j'ai recueillis pour ce livre, c'est que c'est cette bascule, encore une fois, qui fait que, j'allais dire, vous n'avez rien à vous reprocher, parce qu'évidemment, je n'ai pas rencontré des serial killers, je n'ai pas rencontré de grands criminels. Et puis du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, vous êtes basculé dans un monde que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas le jargon juridique. Bon, voilà, il est totalement obscur. Qu'est-ce que c'est un procureur? Qu'est-ce que c'est un juge? Qu'est-ce que la garde à vue? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que, après, on vous parle d'un sursis probatoire? Enfin, il y a tout un tas de langages qui sont totalement abscons. Et donc, comment vous vivez ces moments où vous êtes plongé dans un monde où vous n'êtes pas préparé? Parce que le défaut un peu de notre société aujourd'hui, c'est que l'institution judiciaire, elle n'est pas enseignée. Bon, on ne vous apprend pas à l'école la justice, comment ça fonctionne, un tribunal c'est quoi, une cour d'assises c'est quoi, etc. Et donc effectivement, quand vous êtes projeté d'une minute à l'autre dans ce monde, c'est d'abord l'enfer, parce que ou bien vous êtes une victime, ou bien vous êtes présumé coupable, je reprends votre expression, mais surtout vous êtes totalement désarmé. Et ça évidemment participe au processus d'effondrement. D'effondrement pour soi, d'effondrement par rapport à son travail, parce qu'en général on perd son emploi, ou on est mis à l'écart, etc. Et puis un dommage collatéral qui évidemment atteint les enfants, la femme, la famille, avec ce que me dit d'ailleurs l'un des personnages que j'ai rencontré, qui est un bijoutier, voilà, qui en une matinée, pareil, il est bijoutier et tout d'un coup on le suspecte d'un trafic d'or. Donc il va aller en garde à vue, il va aller en détention pendant 6 mois pour qu'on lui dise à la fin non, il n'y a pas de charge contre vous, non-lieu. Et donc c'est cette bascule qui fait que vous avez des dommages collatéraux évidemment très importants, et à la fin de tout ça, une justice qui a du mal à reconnaître son erreur. Ça, vous en parlez aussi des condamnés à tort, si on peut appeler ça, mais on y reviendra, parce que là, effectivement, il y a un problème aussi, d'après ce que je comprends de vos livres. Les magistrats n'ont jamais tort. Ça, vous le dites assez clairement. Il y a toujours une espèce de... La magistrature, en tout cas les juges, jamais ne s'excusent. Mais ça, peut-être, on reviendra dessus. Je voudrais juste vous questionner, Martial, par rapport à ce que disait Dominique sur le fait qu'on manquait de formation, peut-être nous, le grand public. Alors, pardonnez-moi, mais rien que les sigles que vous utilisez chacun dans vos romans, à un moment, je me suis fait une liste, hein, parce que sinon, je m'y retrouvais pas. Et c'est pas du tout le fait de vos romans, c'est le fait de la complexité, c'est-à-dire la complexité de ce milieu. Comment vous, qui êtes universitaire, comment vous vous êtes éduqué sur le sujet? Parce que vous me racontiez tout à l'heure que pour
être sélectionné, je ne parle même pas du fait d'être lauréat, mais ne serait-ce que pour passer la première sélection, il faut un des critères du prix, c'est qu'il faut que ça soit réaliste. Oui, réaliste, oui. C'est par ma formation, je suis universitaire, donc je vis dans la complexité. Et donc pour aller chercher, on a toujours, quand on est dans des domaines scientifiques, on passe toujours d'un domaine d'ultra spécialisation à un autre, etc. Pour faire à chaque fois un article. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire quand je me suis décidé à écrire un roman policier dans le cadre de ce prix, je me suis dit, il fallait que je m'informe, que je me renseigne. Et donc j'ai fait comme je le fais aussi dans mon travail. J'ai potassé, j'ai bouquiné. Et en particulier, j'ai pris tous les derniers Quai des Orfèvres écrits par des policiers. Je me suis dit, ça c'est une super piste. Puis sur Internet, j'ai trouvé des informations, etc. Puis j'ai fait des fiches de lecture. J'ai fait mon boulot, quoi, disons, de prise d'information. Alors, après, dans le rendu, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas être trop technique, ni dans le volet scientifique de mon bouquin, c'est pas vraiment scientifique, mais enfin dans la plongée du monde universitaire, pas trop compliqué, hein, c'est un roman populaire. Et pareil aussi au niveau universitaire, donc les sigles pas trop, et puis quand j'en ai parlé, c'est un petit peu pour rigoler. Non, c'est pas le sujet, c'est pas un traité sociologique. Non, clairement voilà. pas. Non, clairement pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cycles. Il y a juste le LPP pour parler de paléontologie, mais effectivement, c'est plus chez vous, je crois qu'il y a et vous les expliquez à chaque fois, et vous, il y a les bacs qu'on connaît. J'en ai enlevé beaucoup, hein, parce que les sigles, c'est rigolo parce que d'une part, il y en a énormément. D'autre part, ça peut changer en fonction des départements, parce qu'il y a quand même des grands maniaques dans l'administration. Et dernière chose, ça peut évoluer. C'est-à-dire que je me souviens par exemple d'une unité, ce sont comme des brigades anticriminalité, mais sauf que c'est des policiers en tenue, ça s'appelle aujourd'hui le GSPD. Et ben les dealers, les guetteurs sur les points de deal, les gamins qui devaient avoir 15 ans, les appelaient GOP quand ils arrivaient. Et en fait, c'était leur ancien nom dont ils avaient, eux, hérité, appris par les plus grands dans les quartiers où ça dealait. Donc ces acronymes changent en permanence, etc. Donc il faut à la fois être précis et en même temps, l'essentiel n'est pas là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses d'une affaire judiciaire? Alors, ce que vous résumez en 1 minute 30, enfin, ce que vous avez résumé ou résumé en 1 minute 30 à chaque fois, est-ce que vous pouvez prendre justement le temps, un petit peu plus qu'1 minute 30, du coup, pour nous raconter à nous... J'apprends, par exemple, qu'en fait, n'importe qui peut aller assister à une audience. N'importe lequel d'entre nous, on n'est pas obligé d'être ni policier, ni avoxy. C'est vrai, ça ou... Oui, comme on dit, la justice est rendue au nom du peuple français. Ouais. Donc on peut être d'abord juré en cour d'assises, même si y a un débat pour savoir s'il faut continuer à avoir des jurés. On a supprimé la compétence de la cour d'assises en créant la cour criminelle départementale. Donc tout ça explique évidemment et participe à la confusion de cette institution judiciaire où on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'on appelle le siège, qu'est-ce qu'on appelle le parquet, quel est le rôle d'un procureur, quel est le rôle d'un juge. Bon, voilà, tout ça, quand vous n'êtes pas au courant, vous n'y connaissez rien. Voilà. Après, il y a effectivement des audiences qui sont publiques. Donc chacun d'entre nous, d'entre vous, on peut se rendre au palais de justice de Brive à quelques mètres d'ici pour assister à une audience. Vous allez assister à une cour d'assises, vous allez assister à un tribunal correctionnel, mais après, il y a évidemment toute la justice qui se fait en chambre du conseil, qui se fait dans le bureau des juges, et puis on parle souvent évidemment, et c'est un peu évidemment la thématique du livre, et pareil pour celui de Michael Kor, on est dans la justice pénale. Mais la justice pénale, en fait, vous savez, elle ne représente que 25% à peu près du fonctionnement de la justice. La justice la plus importante, j'allais dire, en termes de contentieux, c'est la justice civile, c'est celle qui nous concerne, c'est les divorces, c'est les adoptions, c'est tout ce qui concerne notre quotidien. Donc effectivement, on a une partie de la justice qui est médiatisée, qui est entre guillemets publique, et puis vous avez une autre partie de la justice qui est la plus importante, qui se fait à l'ombre, j'allais dire, du citoyen.
vous avez eu accès justement à ces coulisses-là en tant que chroniqueur judiciaire? Comment vous aviez, enfin, en gros, comment est-ce que vous aviez les informations? Comment vous les traitiez? Et quelle est la place que vous mettiez, vous, justement, là-dedans? Est-ce que vous arriviez à rester neutre par rapport à toutes ces affaires que vous suiviez, qui doivent être quand même assez émotionnellement chargées? Je ne comprends pas bien votre question, en fait, pardon. ma question, c'est, vous assistez à ces coulisses-là, j'imagine. Est-ce que... Alors, il y avait deux questions, en vrai. Le chroniqueur judiciaire, est-ce qu'il a plus accès que la personne lambda aux coulisses du traitement des affaires? Il y a plusieurs étapes dans une D'accord. procédure. D'accord. Et une procédure, ça dure très longtemps. Entre le moment où une personne est placée en garde à vue et qu'éventuellement elle est jugée, ou bien qu'elle peut accéder au procès en qualité de victime, il se passe quelquefois des années. D'accord. Regardez, on a parlé encore récemment de l'attentat de la rue des Rosiers. Bon, qui est un attentat qui date des années 80. L'instruction n'est toujours pas terminée. Des personnes sont suspectées, les trois sont à l'étranger, les pays ne veulent pas les extrader, et le troisième, on sait où il est dans un pays scandinave, qui est son pays d'adoption, exactement pareil. La Norvège ne veut pas l'extrader. Donc vous avez un dossier sans fin. On a exactement le même dossier, et tout ça je le raconte au début, avec la synagogue de la rue à Paris, la rue Copernic. On a condamné récemment un homme à la perpétuité. On considère que c'est lui qui a déposé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic. Là aussi, on est dans les années 80, sauf qu'il est au Canada et le Canada ne veut pas l'extrader. Tout ça pour dire que ce sont des procédures très longues. Donc effectivement, il y a une période où le journaliste va être un journaliste qui va être en contact avec les policiers et donc va être au courant de l'enquête, des éléments, etc. Et puis vous avez ensuite le moment de la justice. Voilà, on a des contacts avec les magistrats, on a des contacts avec les avocats. Et puis l'audience, dans certains cas, elle est publique et on est dans la salle d'audience et on assiste évidemment à ce qui se passe. Et notre rôle, encore une fois, c'est de témoigner, de dire voilà ce qui s'est passé. Et encore une fois, avec ma marque de fabrique, de décrypter, c'est-à-dire d'essayer de donner des éléments pour dire, c'était le titre de mon deuxième livre, voilà, est-ce que la justice a été défaillante ou pas dans ces affaires-là? Donc, est-ce que la justice a été défaillante? Effectivement, c'est aussi... Alors, je voudrais juste aussi questionner, commenter. Il y a une grande inhumanité en fait, vous remettez aussi l'humain. Les hommes derrière les policiers, les hommes et les femmes derrière les victimes ou les condamnés, etc. Et il y a un très beau passage dans votre livre, vers la fin, sans spoiler parce qu'il n'y a pas d'enquête ou quoi, mais quand on leur demande des chiffres aux policiers, quand on met au devant, quand on met en priorité les performances quantitatives, il y a un passage sublime où vous racontez qu'en fait... qui dit que le fait que le policier qui soit venu frapper à la porte de la mère d'un délinquant, par exemple, ça n'a pas changé le cours de sa vie, même s'il n'y a pas eu d'emprisonnement. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Voilà, c'est aussi les humains derrière les étiquettes. La question des chiffres, on pourrait en parler longuement, mais je crois que c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la frontière entre la fiction et le réel, elle me paraît parfois... faut pas la rendre trop étanche. Alors, dans mon livre, tout est vrai, je suis journaliste, c'est du récit. Mais en fait, si parfois la fiction peut rejoindre aussi, je pense, la vérité de ce qu'est un flic, c'est parce qu'elle se pose cette question que, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un flic et surtout, qu'est-ce qui se passe quand il est confronté à des choses qui sont, alors on pense toujours aux choses les plus horribles, les plus violentes, pour en avoir vécu certaines avec des policiers, c'est évidemment des choses saisissantes, mais je crois, pour l'avoir vu à Roubaix, que ce qui fabrique le plus des flics, ce qui les façonne dans leur manière d'être, dans leur manière aussi d'être ensuite en famille, en société, c'est le contact permanent et quotidien à la misère. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix dans ce livre de raconter aucune grande histoire. C'est-à-dire que toutes les affaires qui donnaient lieu à des articles de presse, par exemple,
Donc ce violeur en série arrêté, ce type assassiné à plusieurs balles de 9 mm dans un parc au sud de Roubaix, tout ça je le raconte pas, je raconte que ce que les policiers appellent de la merde. C'est-à-dire tout ce qui ne mène pas à ensuite des grandes affaires judiciaires. Par exemple, et je terminerai là-dessus, ces policiers qui arrivent, ils ont été appelés par une mère qui vit avec son fils psychotique qui est en rupture de traitement. Le fils, il a tout cassé dans l'appartement. Et en fait, il n'y a pas de solution immédiate. Mais les policiers, en fait, ils sont le visage de l'État à ce moment-là. Ils disent à cette femme, on a une assistante sociale au commissariat, vous pouvez venir la voir. Il y a aussi un service de la mairie, ils sont ouverts à tel moment, ils donnent un numéro. Voilà, c'est pas un grand truc, ça rentre pas dans de la stat officielle, mais c'est quand même leur mission principale, c'est-à-dire d'être un service public et de répondre aux appels et d'être au service comme ils peuvent du citoyen, même s'il y a quand même plein de situations où il n'y a pas de réponse facile, immédiate et définitive malheureusement. La fiction et le réel, ça c'est un sujet important aussi. Donc vous êtes plus ancré dans le réel, dans le sens où vous témoignez, où vous faites un récit de ce que vous avez vu. Encore que, on pourrait se demander quelle est la part du journaliste. Est-ce qu'un journaliste peut être complètement neutre par rapport à ce qu'il raconte aussi? Mais bon, ça c'est un autre débat. Ce qui est intéressant, vous avez choisi la fiction pour le coup. Enfin, la fiction mêlée de réel, puisque ce que vous me disiez, c'est que les universitaires, vous connaissez, la police, vous avez potassé, comme vous avez dit. Est-ce que vous avez visité des endroits comme le 36 à l'époque, peut-être, quand il était quai des Orfèvres? Est-ce que vous avez été vous imprégné de ces lieux-là? Non. Non, vous avez donc, et quand même, parce que vous parlez par exemple d'un escalier dans le 36 quai des Orfèvres. J'ai beaucoup lu. Voilà, c'est ça, ouais. Et vous dites c'est l'inspiration des faiseurs de polar, dont vous faites partie. Oui, mais moi je suis un livresque. Moi, je marche par l'écrit, moi, donc plus que par le contact humain. Enfin, c'est peut-être mieux de dire ça, mais bon. Donc non, c'est par l'écrit essentiellement que je me suis informé. Alors, contrairement à cette police du quotidien, on va dire, moi, je suis dans une police haut de gamme, c'est-à-dire la police qui se concentre sur une grande affaire. Il y a l'aristocratie de la police d'une certaine manière, donc c'est pas du tout la police de rue, de quartier, non, c'est pas ça. Moi j'ai fait un bouquin dans la tradition des romans procéduraux du début du XXe siècle, hein, c'est-à-dire une enquête, etc. Parce que c'est un livre, en fait c'est un vecteur, hein, une enquête policière. Moi je ne cherche pas à faire une étude du monde judiciaire ou du monde policier, je m'en sers comme d'un vecteur, donc à partir de là, voilà, je m'en sers comme d'un levier pour raconter une histoire et pour pénétrer un milieu qui là pour le coup, je connais bien et ça m'intéresse de montrer ce milieu-là aux lecteurs qui n'ont qu'une vision très superficielle du monde universitaire. Mais c'est vrai parce qu'on découvre, pour ceux qui ne sont pas de ce milieu-là, dont je fais partie, à quel point c'est un milieu qui peut être très dur aussi, on s'en rend pas compte de l'extérieur. Ouais, mais le livre a une couverture noire. Hein, c'est un roman policier, donc évidemment, je ne vais pas raconter des histoires à l'eau de rose, c'est bien évident. Non, mais je parlais des publications, tout ça. Pour autant, je pense que le milieu universitaire n'est pas plus dur qu'un autre. L'humain est le même partout. Sauf que, voilà, ça ne s'exprime pas obligatoirement de la même façon. Là, en l'occurrence, il y a des problèmes d'ego qui sont exacerbés à l'université. Je pense que c'est aussi vrai dans le milieu littéraire, hein, je suppose. Enfin, je connais un peu. Voilà. Alors que dans d'autres milieux, c'est d'autres choses qui vont peut-être s'exprimer. Donc je pense que l'humain est pareil partout. Simplement, certains milieux ont la capacité de faire ressortir le meilleur et le plus mauvais de l'humain. Et en université, voilà, c'est un peu ça aussi. Bon, cela étant dit, je ne pense pas que ce soit un milieu pire qu'un autre. La difficulté de la justice, mais ça commence avec la police, c'est qu'il faut concilier deux notions qui, j'allais dire sur le papier, ne sont pas forcément conciliables. C'est le droit d'une part, la procédure, et puis l'humain de l'autre côté. Et vous avez des hauts magistrats, je pense à Pierre Truche, qui a été premier président de la Cour de cassation, je pense à François Molins, qui était jusqu'à il y a quelques mois encore le procureur général près la Cour de cassation. Ils sont souvent allés à l'École nationale de la magistrature, devant ce qu'on appelle des auditeurs de justice, c'est-à-dire des futurs magistrats, pour leur dire, voilà, quand vous allez être magistrat, vous aurez probablement 150 dossiers à jurer de front, que vous soyez juge d'instruction, juge des affaires familiales, juge des enfants. Pour vous, ça sera effectivement 110 dossiers, 150 dossiers.
dites-vous bien que la personne qui est en face de vous, qu'elle soit victime, qu'elle soit prévenue, qu'elle soit accusée, c'est son dossier. Donc, il doit avoir autant d'importance que les 149 autres. Et c'est là où, évidemment, c'est difficile à tenir. On va acquiescer du coup, mais vous, du côté policier, ils arrivent à saisir justement que les personnages, enfin que les personnes qui alors j'ai peur d'utiliser les mauvais termes maintenant, mais les personnes qu'ils ont parfois à arrêter. En gros, ma question, si je la formule plus facilement et plus simplement, est-ce qu'il reste de l'humanité? La réponse, je pensais oui, vu votre livre, mais vu l'image qu'on a aujourd'hui de la police, malheureusement. Faire la police, c'est toujours un jeu de ressources. C'est pour ça que mon livre, il se concentre sur un commissariat et pas le suivi d'une affaire. Ce qui, d'un point de vue narratif, est beaucoup plus immersif et beaucoup plus facile quand on est journaliste de trouver quelqu'un, de suivre un personnage, etc. Mais en fait, les policiers à Roubaix, ils étaient 600 il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils sont 400. Et ils doivent faire la même police. Le nombre de personnes à Roubaix a changé. Et puis, la population n'est pas devenue plus vertueuse immédiatement. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et là, comme dans tout jeu de ressources, on fixe des priorités. Et ces priorités, elles sont fixées d'un point de vue politique. Et en disant ça, c'est pas une critique des politiques. C'est aussi que, par exemple, la question des violences faites aux femmes est devenue une priorité aujourd'hui des parquets et puis des différentes politiques. Donc à Roubaix, quand je suis arrivé, on a pris 10 enquêteurs. La natte que vous voyez, c'est un hommage à l'une de ces enquêtrices. Et puis on leur a dit, vous allez faire que de la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, c'est extrêmement compliqué à travailler d'un point de vue policier parce qu'il y a rarement de preuves. Donc en fait, il faut mettre des gens sur écoute. Des écoutes, vous les placez sur écoute. Le week-end, un policier, il est avec sa famille, donc quand il arrive le lundi matin, il faut remonter les écoutes du week-end. Les gens, parfois, ils sont pas très synthétiques au téléphone, donc vous tapez 24 heures d'écoute téléphonique pour savoir si c'est bien lui qui a été harcelé, son ex-conjointe, etc. Je terminerai là-dessus. Si je dis ça, c'est parce que ces policières, je les ai suivies au bout d'un an. Chacune de ces 10 policières travaillait sur 100 enquêtes par tête. Ça veut dire que Manon, 23 ans, quand elle arrive le matin à 9h au travail, derrière elle, il y a une étagère avec 100 dossiers de femmes potentiellement victimes de violences. Et elle doit prioriser. Alors heureusement, il y a des magistrats qui l'aident à prioriser, elle a des chefs, etc. De temps en temps, le parquet vient, se déplace dans le commissariat pour classer certaines affaires, pour dire ça c'est la priorité, pas celle-là. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, la victimologie des victimes de féminicide ou de violence, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est pas forcément la femme qui a subi le plus de violence qui va ensuite être tuée par son ex-conjoint. Il peut y avoir eu simplement du harcèlement ou des menaces. Enfin voilà, c'est une matière. Je prends cet exemple parce que c'est une matière qui policièrement est extrêmement compliquée à traiter. Et on met souvent en avant, et à raison, parce c'est normal d'être exigeant envers les policiers, les manquements dans certaines affaires. Mais on pense assez rarement à Manon qui a ses 100 dossiers. Voilà. Et sur un an, il y a deux de ces policiers qui sont partis en burn-out parce que c'est quand même assez intenable. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. On arrive en fin de rencontre, malheureusement. On aurait aimé poursuivre. Tout est très intéressant, mais j'inviterai du coup ceux qui le souhaitent à aller à la rencontre des auteurs de ce 3 livres vraiment extraordinaires que je vous invite réellement à vous procurer, à vous faire dédicacer et puis à continuer la discussion. Est-ce que vous connaissez les stands où vous dédicacez ou pas? Non. Les stands où vous dédicacez? Pour moi, c'est le stand Fayard. Voilà, stand Fayard, le Rocher. L'émission du Rocher, c'est L25, c'est juste en sortant. Voilà, et Bayard. C'est Bayard, L11, là, c'est juste à voilà. gauche. Merci, bonne fin de journée. Merci à vous. 3. Retrouvez tous les forums des lecteurs sur corres.tv.